Bienvenue sur Underdogs, le podcast envergure qui, comme son nom l'indique, vous présente les profils de joueurs qui ne font pas la une sur ESPN mais qui pourraient avoir une belle carrière en étant draftés en fin de second tour, voire non draftés. On cherche les Fred VanVleet, les Danny Ainge, les Marc Gasol, Nikola Jokic, Patty Mills et tant d'autres. Underdogs, c'est un podcast produit par la Data Team d'envergure, nous sommes 7, et à chaque podcast, 3 d'entre nous vont vous présenter un prospect de son choix et de la zone dont il s'occupe, monde, Europe ou conférence NCAA. En guest, on accueille un membre d'Envergure Pod qui donnera un avis pointu sur chaque prospect. Les présentations sont faites, c'est parti. Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Underdogs. Au programme, 2 prospects NCAA, un prospect européen passé par le collège basketball et la désormais traditionnelle et presque fameuse carte blanche de l'invité Envergure. Pour ce faire, j'accueille mes compères de la Data Team, notre Big Three maison composée de Pierre, Hugues et Julien. Mes hommages, messieurs. Bonsoir à tous. Salut Pierre. Pour ce 4e épisode, invité exceptionnel, il est l'heureux papa du podcast Envergure. Donc autant vous dire qu'on a un peu la pression. Vous le connaissez pour sa voix et ses questions ciselées lors des podcasts, mais aussi pour son magnifique hoodie Gonzaga qu'il arbore lors de ses passages chez nos collègues de la First Team. Alex est avec nous. Salut boss. Salut l'équipe, zéro pression les gars, vous êtes déjà excellents. Les présentations sont faites, le carnet de notes est à portée de main. Underdogs saison 1, épisode 4, c'est parti. Pierre, direction l'Europe, pour un prospect que l'on connaît bien en NCAA, vu qu'il a passé 2 ans à Gonzaga, il s'agit de l'intérieur Philippe Petrousev. C'est ça. C'est un intérieur qu'on a vu en NCAA, mais aussi en high school aux États-Unis. Au niveau background, il est né en Serbie en 2000. Il n'est pas issu d'une famille de basketteurs, donc il en parle dans les interviews. Il dit que lui, il est tombé sur le basket comme ça parce qu'il était grand. Et après, il a pas mal bourlingué en Europe. Il a fait les 3 gros clubs de Serbie. Donc, il a l'Étoile Rouge, Partizan et Beograd, il me semble. Et ensuite, il a été repéré pendant un tournoi européen par Baskonia. Et donc, il allait faire, si je ne me trompe pas, sa première année cadet dans les équipes de jeunes à la fondation 5+11. Et ensuite, il est allé rejoindre un de ses compères serbes aux États-Unis, dans le Connecticut. Je ne me souviens plus le nom du lycée. Il a fait 2 ans. Il a commit dans une petite fac. Avant de décommit quand le coach a été viré. Donc, il a rejoint Montverde pour faire un an en prep school. Et ensuite, il a rejoint Gonzaga. Et juste avant la draft de 2020, il a inscrit son nom à la draft et il a décidé de le retirer, de signer pour Mega Lek, donc Mega Soccer Bet, qui joue en ABA League, qui est la Ligue Adriatique et aussi en Ligue serbe. Alors toi, tu as suivi la Ligue Adriatique et qu'est-ce qui a changé chez lui, chez Philippe Petrousev, depuis son temps à Gonzaga? Ouais, alors ce qui est vraiment criant, c'est extrêmement criant, c'est son shoot. Voilà, lui-même, il s'en cache pas, il le dit. C'est vraiment c'est un peu ce qu'il vend. C'est vraiment, il a développé un shoot à 3 points. Il est à 61% de réussite et il est à 41,9 à 3 points. Je me suis pas noté le nombre de tentatives, mais je crois qu'il est à peu près à 3,5 tentatives à 3 points par match. D'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et voilà, il a vraiment les clés du camion en fait avec son compère Simonovic. Et défensivement, on connaissait un petit peu le joueur, c'était pas forcément sa qualité première. Est-ce qu'il y a eu des progrès sur ce côté-là aussi? Alors ça, j'ai essayé d'en parler avec Alan, parce que dans l'équipe, il y a plusieurs prospects. Il y a aussi Malcolm Casaler, le français. Et lui me disait qu'il avait pas encore pu le voir, mais que ce qui se souvenait, c'était pas forcément terrible. À Gonzaga, il avait vraiment des gros problèmes de vitesse latérale. Il se fait prendre en fait sur tous les départs croisés. Il est incapable de contenir un meneur.
Cette année, ça va un peu mieux. Il défend sur pick and roll toujours en drop, donc c'est peut-être un petit peu, ça veut peut-être dire qu'il n'est pas encore capable de suivre un meneur, de complètement l'arrêter. Mais pour moi, c'est pas un red flag. Je l'ai vu en équipe de jeunes contre la France notamment, switcher sur AI, où c'était franchement c'était convenable. Donc sur les scouting reports qu'on a publiés aujourd'hui, je ne l'ai pas mentionné parce que j'ai encore envie de voir. Je suis pas sûr que ce soit un red flag, mais ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez. Alexandre, à toi l'honneur. Eh ben, si on parle de la défense, moi, ce qui m'a frappé en le regardant jouer, c'était déjà le cas à Gonzaga, mais je trouve que c'est vraiment un bon défenseur sur drop, dans le sens où il parvient très bien à se placer entre le joueur qui drive sur le pick and roll et le joueur qui doit défendre lui, c'est-à-dire le mec qui roll. Il a des bonnes mains, il parvient à anticiper, à lire un petit peu l'intention de l'attaquant, savoir s'il va y avoir un lob, s'il va plutôt aller au panier, etc. Et du coup à compenser son manque de protection de cercle grâce à cette intelligence et cette vivacité. Donc je trouve que c'est un bon défenseur de drop, vraiment un bon défenseur. Et à l'inverse, dès qu'il met un pied en dehors de la raquette, pour moi ça reste un yellow flag quand même. Dès qu'il met un pied en dehors de la raquette, c'est compliqué. C'est-à-dire que soit il va être trop loin et donc le gars peut shooter sur sa tête, clairement. Soit il va trop s'avancer et il va se faire driver. Et vraiment, dès qu'il défend sur un joueur plus petit, plus véloce, ce n'est que la Ligue Adriatique et il se fait déjà bien souvent avoir. Donc défensivement, moi je suis quand même très sceptique sur sa capacité à pouvoir peser vraiment en NBA. Mais alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Philippe Petrousev est plus valuable cette année que l'année dernière, avec un an de plus? Moi je te dis oui pour ce qu'a dit Pierre sur le tir, c'est-à-dire que défensivement il n'a pas montré plus, mais il a confirmé parce qu'en fait vraiment ceux qui le regardaient jouer savaient qu'il pouvait tirer. Il a juste reculé de 2 mètres, mais la mécanique elle est hyper propre. Il n'y a aucun problème sur le fait que... Enfin, personnellement j'avais assez peu de doutes sur le fait qu'il puisse shooter éventuellement à 3 points. Et il l'a prouvé cette année. Mais oui, je pense qu'il est plus... en tout cas, c'est plus facile de le faire jouer rapidement parce qu'il n'y a pas besoin de développer son shoot. Donc pour une équipe NBA, c'est plus intéressant. Moi, ce qui me donne de l'espoir pour lui, pour la suite de sa carrière, c'est qu'il a réussi à s'imposer dans une ligue européenne de premier plan. Chacun peut avoir la vision qu'il veut sur la différence entre l'NCAA et l'Europe. La Ligue Adriatique est quand même reconnue en Europe, même s'il n'est pas dans une des premières équipes, dans les équipes de haut tableau, c'est le leader de l'équipe, c'est le leader dans les chiffres, c'est lui qui a le plus le ballon. Et donc il a prouvé vraiment que c'était un professionnel. Il a prouvé, il a montré qu'il c'était un scoreur, il a montré ce qu'il savait faire, ce sur quoi il allait se vendre. Il a réussi à se développer et peut-être qu'on n'en parle pas souvent, mais il a encore montré une capacité à s'adapter. Je trouve que c'est quand même un bon point pour un joueur de pouvoir retraverser encore l'Atlantique et de passer d'un jeu américain à un jeu européen et pouvoir très bien s'adapter. Julien et Hugues, Philippe Petrousev, ça vous évoque quelque chose? Écoute, je trouve que c'est un joueur toujours aussi élégant quand on le voit jouer là, un méga soccer bête. Il joue beaucoup et moi je trouve qu'il est toujours sous contrôle quoi. Malgré son gros temps de jeu, il est sous contrôle et il a un bon moteur quoi. Il fait ce qu'il fait faire, il fait pas de bêtises et comme a dit Pierre, les progrès au shoot sont très encourageants. Voilà. Joueur talentueux en attaque, appliqué en défense mais limité, ça peut se réduire comme ça? En fait, y a un truc qu'on n'a pas du tout parlé, c'est sa qualité de passe aussi à Petrousev. C'est que là cette année, par exemple, il tourne à 4 passes décisives. Alors on dit pas que c'est un Magic Johnson ou quoi que ce soit, mais que c'est un mec qui comprend vraiment bien le jeu et ça donne une value de plus. Quand on parle de QI basket, il y a aussi ça, c'est que il s'enferme pas. Moi j'avais peur à Gonzaga que ce soit un gars qui domine près du panier, comme beaucoup d'attention
beaucoup d'intérieurs niveau NCA, mais qui ensuite n'a pas le jeu pour pouvoir s'adapter au NBA. Là, il y a un tir qu'il avait déjà mis distance, qu'il a développé, et ça lui donne plus de value. Parce que le Petrouchev qui tire pas à 3 points, par exemple, je le drafte pas. Parce que en NBA, on lui donnera pas de move poste bas. Tu vois? Alors que là, maintenant, on peut le faire jouer de différentes manières, et ça, c'est hyper important pour un intérieur drafté au second tour, pas le plus grand talent, quoi. Pierre, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, c'est bien que Hugues il en parle de son jeu poste bas. Pour moi, c'est le plus gros yellow flag qu'il va y avoir. Ça va être sa panoplie de moves. En attaque, Antoine l'avait déjà souligné quand il l'avait scouté, qu'il avait écrit un scouting report sur le site, qu'il était vraiment limité sur son hook main droite. C'est frappant. C'est ce qui me laisse un petit peu dubitatif et qui fait qu'il sera sûrement pas drafté très haut, c'est qu'il est toujours, il enfonce sur son épaule droite ou son épaule gauche, il se retourne constamment sur sa main droite pour faire un hook. C'est vraiment dommage parce qu'il faisait déjà ça en FIBA et à Gonzaga où il se faisait pas contrer à chaque fois, mais c'était vraiment très facile de le gêner. Petite info sur l'entourage du joueur, discutant avec les membres de l'équipe. Visiblement, il y a un papa un peu trop omniprésent dans l'entourage de Philippe Petrouseff. Encore un papa un peu trop omniprésent. On peut dire au papa qui nous écoute, arrêtez avec vos enfants, hein, il se débrouille tout seul. Et un joueur avec un gros caractère, comme c'est souvent le cas. Comme c'est parfois le cas, on va dire, avec les joueurs des Balkans, mais lui, visiblement, gros caractère. Il a voulu partir de Gonzaga. Il savait où il allait. Hein. Il savait qu'il aurait du temps de jeu. C'est pour ça qu'on peut quand même un peu nuancer le fait qu'il ait réussi à s'adapter, ce que disait Pierre, c'est-à-dire que Megalex, enfin Mega Soccerbet là, eh bien c'est une équipe qui est là pour faire jouer des prospects. C'est un peu comme Ulm, là où était Killian Hayes l'année dernière. C'est les espèces de fermes à prospects comme ça, ils les mettent vachement en avant. Il y a un probable top 10 de la prochaine draft avec Nikola Jovic. Il y a énormément de jeunes joueurs dans cette équipe et qui sont assurés d'avoir du temps de jeu même s'ils font des bêtises. Donc c'est à relativiser, même s'il a été élu MVP, donc il y a aucun doute sur le fait qu'il était productif sur le terrain. Oui, parce que son équipe est détenue par BioBasket. Hein. C'est l'agence qui est de tous les joueurs de l'équipe. Et je confirme sur le côté peut démarrer vite. Il est souvent dans quand il y a des fautes techniques qui sont distribuées, c'est souvent pour Monsieur Petrouseff. Et il a tendance à jouer un peu des coudes avec les autres intérieurs et à être dans les altercations. Donc un fort caractère et un contexte ultra favorable qui a aussi permis cette affirmation cette année. Et on rappelle vite fait juste comme ça qu'à Gonzaga, il y a un certain Droutimi qui arrive et qui allait lui prendre beaucoup de temps de jeu. Donc il a senti aussi qu'il avait un peu le feu au derrière et qu'il fallait peut-être changer d'orientation. Et il voulait prendre des 3 points. Je pense que c'est ça aussi. Il est parti parce qu'il voulait plus jouer pivot. Là, il joue 4-5. Ok, donc là je pense qu'on a été complet sur l'ami Philippe Petrouseff, joueur de caractère. On va partir avec Julien, on va retourner au pays de l'oncle Sam. On va dans une fac chère au camarade Alan Guillou, puisqu'il s'agit de San Diego State, et tu vas nous présenter un ailier. C'est ça, un arrière-ailier, Jordan Shackle. Mais je vais commencer par une petite anecdote. Cette année, il y avait 3 joueurs, dont Jordan Shackle, qui sortaient du même lycée et qui se sont retrouvés à la March Madness. Il y avait Ethan Thompson d'Oregon State, David Singleton qui joue à UCLA et donc Jordan Shackle, l'arrière-ailier de San Diego State University. Alors ils ont tous eu des parcours très différents. Celui de Shackle à la March Madness est fini difficilement. J'en parle à chaque fois qu'on parle de San Diego State parce que ça me fait souffrir quoi. La défaite face à Syracuse a été dure à encaisser, voilà. Mais c'est pas seulement une anecdote, c'est que y a des matchs qui traînent de cette triplette en high school sur internet.
Et on voit qu'en fait, Jordan Schakel, il a toujours été ce qu'il est à la fin de ses 4 années à San Diego State. C'est un senior, donc. Et c'est un shooter. C'est un gros shooter très doué dans cet exercice. Donc, Jordan Schakel, 1m98, 90 kg, il aura 23 ans à la draft, je crois, au moment de la draft. Senior. Et donc, son gros point fort, vous l'avez compris, c'est le shoot. Et là, il faut sortir des chiffres, je pense, pour le comprendre. C'est mieux. Hein ouais, c'est ça. C'est mieux, 46, on n'a pas les images toujours. Mais... C'est ça. 46, 44, 89, son pourcentage à 2 points, à 3 points, donc 44% et 89% au lancer franc. 179 sur 180 pour ceux qui font des calculs sur les pourcentages. Donc un gros scoreur. À 3 points, c'est sa grosse force. 3 points au catch and shoot, donc 44%, avec plus de 6 tentatives cette année par match. Donc un gros volume. 65% de true shooting. Donc c'est vraiment un gars qui est adroit. Sur son geste lui-même, c'est un geste assez particulier. Il est tout de suite... il n'y a pas trop de temps de préparation, quoi. Il attrape le ballon, il est pratiquement tout de suite au niveau de sa tête ou un peu au-dessus et il lâche le ballon assez vite. C'est un shoot équilibré, quelle que soit la façon dont il va shooter, que ce soit en catch and shoot ou après un pull-up. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est que comment dire, c'était un shooter de catch and shoot pratiquement exclusif. Les chiffres le montrent puisque ces 3 points sont pratiquement tous assistés. Mais cette année, il y a eu des progrès dans la création pour lui, quoi. On le voit plus tenter des pull-ups, même à 2 points. Donc voilà, il y a toujours dans son rôle de shooter, il y a des progrès dans le type de shoot qu'il prend. Même si ça reste essentiellement du catch and shoot. Voilà. Alexandre, un mot sur ce que tu as vu du shooter de San Diego State. Moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, puisqu'il n'y a aucun doute, il sait shooter, il saura toujours shooter. Et ce que j'aime bien juste chez lui, c'est dans son tir, c'est le fait qu'il ait une très bonne base, c'est-à-dire que ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas, c'est ce qui lui permet de shooter vite, c'est ce qui lui permet de shooter au-dessus de joueurs qui font quasiment sa taille, qui pourraient théoriquement le gêner. Donc ça, c'est intéressant pour le niveau supérieur, je veux dire. Après, ce que j'aime bien faire, c'est de regarder les joueurs un peu du même gabarit qui sont arrivés en NBA. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais Petrousev, par exemple, il y a très peu de joueurs de sa taille qui sont pas hyper dominants au poste, donc comme lui, qui ont réussi en NBA. Il y en a quasiment aucun. Donc c'est ce qui peut inquiéter par rapport à sa transition. Là, pour Schakel, c'est un peu pareil. Il a vraiment zéro création. C'est-à-dire que cette saison, je crois que c'est 6% ou 7% de passes décisives, c'est peanuts. C'est-à-dire que même les joueurs de fin de chaîne, d'habitude, ils ont plus. En gros, dans son gabarit, avec aussi peu de pourcentage de passes décisives, il y avait Danny Green. Voilà. Danny Green et Damian Dotson au moment de leur draft. Donc, pour moi, c'est le meilleur scénario pour lui, c'est Damian Dotson. Damian Dotson, comment il s'est imposé en NBA, en étant très très fort au shoot, y compris en tirant un peu en sortie de dribble et en défendant à peu près correctement. Je sais pas si Schakel, faudrait demander à Julien. J'ai pas l'impression, en tout cas moi, sur ce que j'ai vu, qu'il ait un impact défensif formidable, que ce soit sur l'homme ou dans la défense d'équipe, même s'il est sérieux, il n'y a pas de problème. SDSU c'est sérieux, mais j'ai pas l'impression qu'il ait le potentiel pour être un Shake Minton, Royce O'Neal, Dylan Brooks, tous ces gars, Sterling Brown, tous ces gars qui de son gabarit qui se sont imposés en NBA. Eh ben, Julien, passe décisive, tout trouvé. La défense. Ah oui, la défense. La défense. Mais alors, moi, j'étais assez dur avec lui en fait au début.
dire qu'il défendait pas très bien. En fait, bon, c'est pas un grand défenseur, ça le sera pas. Il a pas les outils non plus, hein. C'est un gars quand même qui est, bon, il est épais quand même, hein, 90 kilos. Il a pas un physique neutre, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais il est pas Et vertical, il a pas une grande envergure. Il a pas les outils naturels pour être un gros défenseur. Par contre, euh, il, il est sérieux. Moi, je disais qu'il était appliqué. Tu vois, Alexandre. Et alors, c'est peut-être pas un très gros compliment de dire qu'il est appliqué, mais il est toujours dans le truc, quoi. Il est toujours très attentif à tout ce qui se passe. Il essaye de rester toujours devant son attaquant. Et puis, ce que j'ai vu là dernièrement, c'est qu'il met beaucoup la main sur le ballon. En fait, c'est un gars qui, dès que quelqu'un passe à côté avec le ballon, il essaie de piquer le ballon, quoi. Il le fait plutôt bien parce il prend pas beaucoup de fautes par rapport à ça, mais il cherche beaucoup à gêner les attaquants. Donc, est-ce que ça, c'est un truc qu'il pourra faire aussi au niveau supérieur? Je sais pas. Voilà. En tout cas, la défense ne sera pas sa marque de fabrique. Et juste pour revenir sur la création, comme tu l'as dit, on n'a pas son taux d'usage, c'est 15 à 16%, c'est hyper bas, hein, pour un joueur qui joue autant et qui a un rôle aussi prépondérant dans une équipe. Ça montre son utilisation vraiment exclusive en shooter, même au niveau universitaire, quoi. Et c'est ce que j'ai voulu dire au début, c'est que dès ses années lycée, c'était ça. ouais, donc effectivement, la marge de pouvoir évoluer semble assez petite, on va dire. Mais alors, c'est quand même un gros bosseur. Il a posé du dribble cette année, quoi. Ce qu'il faisait pas l'année dernière. Peut-être par la force des choses, parce qu'ils n'ont plus leur meneur star, hein, Hmm. Malakai Flynn, il est parti à Toronto. Mais c'est un énorme bosseur, quoi. Ça, c'est la réputation qu'il a, au lycée, à U ou à la fac, même pendant le Covid, il y a des articles qui traînent sur lui qui décrivent la façon dont il travaille. C'est un travailleur acharné sur son shoot et sur notamment le dribble pour essayer d'améliorer un peu ce côté-là de son shoot. Voilà. Hugues, on t'a pas entendu sur le shooter barbu. Ouais, je vais commencer par un point inutile physiquement parlant. J'ai pas envie qu'il me mette un coup de boule, hein. Il a un front incroyable, ce mec-là. Tu vois, pour entrer dedans, c'est quand même pratique. Ça, c'était pour le point inutile. Pour parler du joueur, effectivement, c'est un vrai shooter. Ce que j'aime bien, là, tu l'as évoqué rapidement, c'est qu'il est dans une équipe qui a perdu quand même beaucoup de son personnel et il est passé de la quatrième, cinquième option offensive à celui qui finalement a pris le plus de volume de tir, devant Matt Mitchell, qui l'an dernier en prenait plus que lui, par exemple. Donc c'est un mec qui a un peu quand même pu up son jeu dans le volume tout en gardant des pourcentages excellents, hein. Quand on parle de 46% à 3 points, avec la tentative qui prend 91% lancé franc, c'est quand même super bien. Et puis bah, je crois que vous avez à peu près tout dit sur le reste. Qu'est-ce qu'on va attendre de lui en NBA, c'est qu'il puisse mettre dedans et ça passera. En fait, si je dois regarder en gros par rapport au même gars que lui dans la draft, en termes de position, je suis pas sûr de le prendre dans ma draft parce qu'il est unidimensionnel. Par contre, c'est un gars qui peut pour moi, hein, en ligue d'été, etc., trouver une place juste par le fait la qualité de son bras, quoi. Très bien. Moi, ce que j'avais noté chez lui, c'est son unique tentative de dunk et qu'il a raté en plus cette année. Et le fait aussi qu'il n'y a quasiment pas de shoot près du cercle. Donc pour lui, la peinture doit un peu brûler les pieds. Donc ça donne un petit peu une idée aussi du genre de joueur que c'est, même sans avoir beaucoup vu de matchs de lui. Messieurs, dernier prospect. On part avec Hugues, avec un coach, peut-être le coach le plus hipster de la NCAA, Bob Huggins. On va parler d'un prospect qui a plutôt bien marché dans une équipe qui a plutôt séduit aussi globalement. Hugues, c'est à toi. Ouais, on va parler de Derek Culver, le pivot de West Virginia University. Et c'est un mec qui a eu un parcours hyper intéressant parce que ça a beaucoup évolué. Donc actuellement, là, il sort de troisième année. C'est un pivot de 2m08, 115 kg, une envergure de 120 cm. Donc une belle envergure, on a un bon bébé, un bien physique. Lorsqu'il sort du lycée, il est considéré plus comme ailier fort.
Il fait 2,03 m, il fait 92 kg. Et en fait, par la force des choses, il va rajouter 20 kg sur ce corps, et c'est quand même 20 kg assez musculeux que je n'ai pas, hein, par exemple. Et en plus de ça, West Virginia, il commence l'année, faut le rappeler, avec Oscar Tshiebwe, qui est le gros joueur de l'équipe en tant que pivot. Derek Culver qui joue 4-5 à côté de lui, et en troisième Miles McBride. Et l'équipe de West Virginia va perdre Tshiebwe, qui va finalement, en fait, il y a des problèmes, hein, dans l'université, il y a un problème relationnel, etc., avec le coach, avec l'équipe et tout, et il part, Tshiebwe part de l'université pour jouer à Kentucky l'an prochain, et donc tout a dû être modelé. Et celui qui en a le plus profité, peut-être, avec McBride, c'est Culver. Concernant son jeu, on a un joueur là qui a un jeu qui est quasiment orienté sur du poste bas, qui a appris à faire du pick and roll au fur et à mesure, parce que c'était pas le cas du tout au début dans l'équipe des Mountaineers, il faisait pas beaucoup de pick and roll, et qui va dominer balle en main, dos au panier, avec ses fondamentaux de pied, ses épaules, où il va mettre vraiment de la grosse pression sur le défenseur adverse avec des gros coups d'épaule. Il tourne très bien, un des deux côtés des épaules, sur les deux épaules, et il finit très très bien sous le cercle comme ça. Le point négatif pour lui, c'est le tir. Il a une absence de tir qui est très problématique. On le voit pas non plus pouvoir poser la balle au niveau du sol pour pouvoir aller jusqu'au cercle depuis le poste haut. Donc là, actuellement, si on doit acheter en attaque Culver, c'est vraiment dans un rôle de rollman, très athlétique, très dynamique, et qui va finir quasiment uniquement sous le cercle. Voilà, ça c'est pour l'attaque. Alexandre, tu l'as vu, j'ai envie de te dire, un peu malgré toi, qu'est-ce que tu as pu lui trouver comme qualité? C'est un cauchemar. Cauchemar. Vraiment, je n'aime quasiment rien chez ce joueur, à part le fait qu'il soit effectivement très puissant. J'aime pas son attitude. J'aime pas, si on reste sur l'attaque, le fait qu'il ne progresse pas du tout au tir. C'est-à-dire que c'est quand même sa 3e saison. Il a progressé ni autour du cercle, ni à mi-distance. Il avait fait un petit pic l'an passé, il a retourné à 30%, ni au lancer franc, ni à 3 points. Il n'a aucune progression au shoot, donc à un moment, ça veut dire que tu n'as peut-être pas de main. Et je suis peut-être un peu dur, mais même en Europe, je vois pas où il peut aller, Derek Culver. Vraiment, je trouve que c'est un joueur qui a un super physique, mais c'est à peu près tout, quoi. Et peut-être que l'état d'esprit que j'ai juste ressenti par flash en le regardant jouer joue dans le fait qu'il progresse très peu, en fait. Alors moi, je vais relancer Hugues, parce que moi, quand je l'ai vu jouer, il m'a fait penser à un joueur de Mississippi State. C'était vraiment ce genre de profil de gros mecs qui vont au charbon et qui donnent des gros coups d'épaule, mais après, à côté de ça, les mains, c'est pas vraiment ça, quoi. Non, ouais, c'est pas un esthète, hein. Clairement, on n'est pas sur de l'esthétique. En fait, si j'en parle aujourd'hui d'Eric Culver, c'est parce qu'il reste, comme la dernière fois pour un Bard, c'est qu'un mec qui reste coté, qui a encore une belle valeur sur pas mal de mocks américaines. On le retrouve souvent dans les top 100, et c'est un joueur qui, en attaque, qui va provoquer beaucoup de lancers francs. Alors, il n'est pas efficace en lancers francs, mais il en provoque beaucoup, et j'aime bien regarder les joueurs qui restent puissants pour ce niveau NCAA là. Et en fait, si je dois me projeter sur ce mec-là, je me dis, on va pas lui demander de jouer poste bas, on va pas lui demander de faire du mi-distance. À ce niveau-là, tu vas juste lui demander de rouler pour de l'offensif et de prendre du rebond. Et c'est un excellent rebondeur dans le placement et dans la prise, en fait. Et du coup, je regarde un Daniel Gafford qui marche bien. Alors, je compare pas exactement les profils, mais je me dis, ok, pourquoi pas. Et si je dois regarder sur d'autres profils à peu près similaires au niveau du range, je me dis, ok, pourquoi pas Derek Culver. Et puis c'est surtout défensivement qui m'a montré des choses qui me disent que ça peut intéresser des GM. Et si je dois rentrer dans la défense, c'est sa capacité. En fait, On y va. Allez, on est parti, on y go. C'est sa capacité à défendre au périmètre. Malgré au premier abord, on se dit, ok, il a l'air assez lent, il sort pas souvent au périmètre dans la défense de West Virginia, et puis il y a des matchs comme ça où tu le vois sortir au périmètre, orienter et amener jusqu'au panier et tenir le gars, pas se faire prendre. Il a tenu des gardes, il a tenu Cade Cunningham, moi j'ai pas vu Cade Cunningham sur toutes les attaques
il a pris sur Derek Culver lui mettre un panier dessus. Et c'est un gars voilà, qui est assez qui est guerrier, qui va rendre de la puissance physique, qui va tenir. Et ça, j'aime bien sa polyvalence là-dessus défensive. Alors, tu nous vends un bon défenseur et en même temps, il n'a pas des stats non plus de gros protecteurs de cercle. Si je me trompe pas, il doit être à peu près un compte par match qui n'est en rien extraordinaire pour un pivot. Comment t'expliques ça? Bah après, ça revient aussi beaucoup avec la défense de sa fac, hein, qui va pas essayer non plus d'aller tout le temps au bloc, c'est qu'on enferme beaucoup. C'est une défense qui oriente énormément. Miles McBride met une grosse pression sur le porteur de ballon, donc c'est le petit, hein, le garde, et Derek Culver va amener avec lui, il l'étouffe, et souvent c'est une défense qui va provoquer beaucoup de pertes de balles. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas énormément de contre. Et c'est un joueur aussi, tu vois, qui va pas. Alors, il peut faire des fautes, mais il va pas non plus être dans le foul trouble trop souvent. Et c'est un mec sur lequel son équipe a pu compter malgré le manque d'intérieur derrière, quoi. Donc ça, j'aime bien aussi, que ce soit pas un gros naïf qui saute partout et qui en vrai derrière en NBA ne peut jamais jouer sur les peu de temps de jeu qu'on lui donne. Alors, Alex, est-ce que défensivement, il trouve un petit peu de grâce à tes yeux? Moi, j'ai pas vu autant de matchs qu'Hugues, donc je peux dire que oui, sur certaines séquences, effectivement, il m'a agréablement surpris, mais le problème, c'est que c'est un junior, donc c'est quand même sa 3e saison à la fac. Ouais, 23 ans, ouais. Et qu'au niveau de la constance, c'est cata. Moi, je l'ai vu, j'ai regardé 3 matchs de suite, donc c'est pas beaucoup. J'ai regardé 3 matchs, j'avais l'impression, j'exagère peut-être, mais une action sur 5 ou 10, il abandonne au milieu. Vraiment, il abandonne. C'est-à-dire qu'il va faire son close-out et après, il se casse. Il lève les bras, il se casse. Et ça, je trouve ça catastrophique comme attitude pour un joueur de 3e année, surtout dans cette équipe où Hugues l'a dit, ça défend dur, on a des consignes assez strictes et tout. Et lui, vraiment, j'ai rarement eu l'impression de voir un joueur positif pour son équipe. Et il y avait un super contexte pour lui cette saison avec plein de shooters. Il aurait pu faire vachement plus de dégâts offensivement, il aurait pu montrer beaucoup plus aussi défensivement, je pense. Pour moi, le fait qu'il progresse pas dans ce contexte-là, avec le départ de Tchieboué, qu'il avait plus dans les pattes, donc c'était quand même un avantage. Oscar Tchieboué qui est parti en cours de saison, qui jouera à Kentucky la saison prochaine. Je comprends pas pourquoi il n'a pas plus progressé. Et pour finir sur son profil, si on se base sur les stats avancées, les comparaisons sont les meilleures que j'ai trouvées, parce que la plupart c'est sombre inconnu. Jordan Hill, je trouve ça pas inintéressant, même si dans la NBA d'aujourd'hui, je sais pas ce que donnerait Jordan Hill. Et Thomas Robinson, qui lui avait un petit pet au casque aussi. Effectivement. Julien, Hugues, vas-y. Ouais, est-ce que tu penses pas aussi, parce que tu vois, je me suis posé la question en le regardant, que pour un joueur, changer autant de système, parce que vraiment, on peut pas du tout comparer les deux équipes de West Virginia avec Tchieboué et sans Tchieboué, c'est pas aussi hyper perturbant. Alors le joueur progresse pas beaucoup, c'est clair. On va pas comment dire, comme tu disais, de progrès dans le shoot, dans la finition et tout ça. Mais en vrai, pour ce que tu l'achètes, pour la raison pour laquelle tu l'achètes en NBA, tu ne demanderas pas de le faire. Tu vas lui demander de faire du rebond, de courir en transition, parce qu'il va être plus rapide que les intérieurs adverses, et de finir après, en gros, un écran, parce qu'il pose des très bons écrans et que il crée du décalage, et juste de finir par menace verticale. En vrai, c'est un joueur qui va coûter très peu cher pour une équipe dans un rôle de rotation intérieure qui va jouer 8-10 minutes. Et pour le contexte d'équipe, au début de l'année, il est en tant que joueur de pile posto qui doit faire des passes au poste bas pour Tchieboué avec tout le monde qui s'écarte à côté, et d'un coup il devient je fais que du pick and roll, et je pense que pour un joueur ça peut être aussi très compliqué de s'adapter en plein milieu de saison comme ça. C'est un rôle à la Gillespie, ouais. C'est possible de le drafter, mais je le vois pas assez protecteur de cercle pour ça. Même si c'est pas je suis d'accord avec toi, c'est pas dans la culture de l'équipe, etc. On préfère prendre la faute offensive plutôt que de sauter au contre. Mais j'ai pas l'impression qu'il saute très haut. J'ai pas l'impression que ça soit une menace exceptionnelle dans un rôle. Enfin, j'ai pas l'impression que les capacités athlétiques soient adéquate par rapport à ce que peut être un Gillespie qui est à peu près dans le même moule, un mec costaud, pas
il est peut-être un peu moins grand Gillespie, mais tu vois là. Il y a moins de QI basket, que Gillespie. Donc, ça me fait pas frétiller. Julien, on t'a pas entendu encore sur notre ami Derek Culver. Mais tu m'as piqué ma question, je voulais poser la question sur le contre. Mais parce que je me demandais, tu vois, si pour la projection, quoi, est-ce que sa défense serait suffisante par rapport à son manque total de shoot, quoi. Et sinon, je me suis posé la question de son moteur, mais Alex t'a à moitié répondu parce que je trouvais que il y a des moments où justement pour les rebonds, il a une énergie, il pousse tout le monde avec ses énormes épaules, donc il dépense beaucoup d'énergie, puis après on a l'impression qu'il est complètement, parfois il est amorphe, quoi. Donc je me demandais si c'était, moi je m'étais pas posé la question de la motivation, je me demandais s'il n'était pas c'était pas le Sébastien Chabal de West Virginia, tu vois, le gars qui a un physique de fou, mais qui arrive pas à tenir sur la longueur, quoi. Mais je sais pas. Ouais, j'ai pas trop de réponses sur le mental du joueur. J'ai pas assez creusé, tu vois, dans les intangibles, dans les interviews et tout. Mais j'ai senti une équipe au global, hein, à part McBride qui se monte, mais une équipe dans le mal-être au général. Donc après, faudrait regarder plus tard et voir ce qui pourra sortir, peut-être des insiders. Mais sur son rôle, par exemple, tu vois, on disait Gillespie, je regarde peut-être, tu vois, le rôle d'un Cambridge, je vais regarder le rôle qu'est-ce que je peux avoir, d'un Ed Davis, ce genre de gars-là, quoi, que tu vas vraiment, ou même un Kylo Quinn, par exemple. Donc des bons gros bébés, de la viande de rota, que tu draftes ou que tu draftes pas. Personnellement, dans mon top 60, il y est pas. Je sors du top 60, mais c'est un mec que je peux voir choper une place comme ça derrière et juste pour son rôle de viande à mettre dans la peinture. Messieurs, l'heure est grave. Vous le savez, c'est l'heure de la wildcard. Et je crois que Alex a un problème de taille. Écoute, la wildcard, ça va être une wildcard de philosophie de draft, puisque j'ai eu la chance d'être invité par les amis qui font le podcast, enfin c'est un podcast vidéo qui parle des Toronto Raptors. Les Toronto Raptors ont terminé leur saison, donc maintenant ils s'intéressent à nous. Avant ils boudaient un petit peu. Et du coup, ils m'ont demandé mon avis sur la saison qu'avait fait leur rookie, ce que c'était dans les attentes, etc. Donc leurs rookies sont Jalen Harris, Freddie Gillespie, dont on vient de parler, et Malachi Flynn. Et j'ai regardé un petit peu, parce que j'ai pas vraiment regardé les Raptors cette saison à vrai dire, j'ai regardé un petit peu les matchs de Malachi Flynn, où il a fait de la stat, surtout en fin de saison, parce que ça tankait un peu, il avait du temps de jeu. J'ai regardé les matchs de Jalen Harris, j'ai regardé les stats avancées, et je me suis dit, c'est marrant, mais je pense que pour le futur de cette équipe, je préfère avoir Jalen Harris que Malachi Flynn. Mon raisonnement étant le suivant, Malachi Flynn a été d'une efficacité assez terrible pour sa première année, ce qui est souvent le cas chez les rookies, donc c'est pas grave, mais je pense que c'est quelque chose de très difficile à améliorer, et j'ai un problème de taille, parce que je pense que c'est juste parce qu'il est petit, en fait, et que moi, dans ma philosophie, c'est exactement pour cette raison que je ne vais pas drafter quelqu'un, sauf capacité exceptionnelle, mais 1m88, 9, ça me paraît être la limite. Et lui, il était à 1,85, je crois qu'il est à 1,85 à peu près. Parce que ça a des impacts à la fois défensifs évidents, et d'autant plus en play-off, surtout si vous n'êtes pas un mec qui fait 1 km de large, 1 km d'épaisseur. Et ça va avoir des impacts offensifs aussi. Malachi Flynn, par exemple, il a très très mal shooté, même sur catch and shoot, lorsqu'il y avait un défenseur à moins de, je sais plus quelles sont les stats avancées NBA, mais je crois que c'est à moins de 7 pieds, donc moins de 2 mètres. On voyait tout de suite son efficacité baisser. Et il faut pas être un génie pour se dire, tiens, parce qu'en fait il est petit, il peut pas shooter au-dessus des gens. Donc quand il y a quelqu'un qui est devant lui avec ses grands bras, même s'il y a un spacing NBA, et ça rentre pas. Donc c'était simplement
pour dire qu'il y avait une espèce de tendance ces dernières années à dire oui, mais tant qu'un joueur sait bien jouer au basket, qu'il a un gros QI, eh bien, je préfère drafter un joueur qui sait bien jouer au basket, qui fait 1m85, qu'un joueur qui sait moins bien jouer, qui fait 1m95, 1m98. Je pense que cette tendance est un peu surcotée et qu'elle a été faite en réaction à ce qui se passait dans les années 2000 où on disait you can teach size, ce qui est toujours vrai, et on draftait des mecs qui faisaient 2m28 mais qui ne pouvaient pas bouger. Et je pense que en fait la taille c'est important. Voilà. Et est-ce que ce raisonnement s'applique aussi parce que là tu as parlé de meneur, est-ce que c'est valable pour les autres postes aussi? Est-ce que tu gardes cette même philosophie ou tu es un peu plus partagé? En fait, c'est pas une question de meneur, c'est juste un mec qui fait moins d'un 88. J'ai pas de problème avec un mec qui va être juste en catch and shoot et capable de faire des passes et qui fait un 92-13. Je prends Seth Curry par exemple, qui est un excellent joueur NBA. Alors évidemment, on va me sortir des contre-exemples. Il y a des Fred VanVleet, il y a des Jalen Brunson. Encore une fois, ça c'est des joueurs qui sont ultra épais, qui ont déjà des longs bras, il me semble, pour leur taille, et qui sont épais, quoi, qui peuvent défendre plus haut que leur position et se créer de l'espace grâce à leur puissance physique, ce qui n'est pas le cas de Malachi Flynn en l'occurrence, même si j'ai rien contre lui et je lui souhaite tout le meilleur, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, non, c'est pas une question de poste. Voilà. Aujourd'hui, c'est la mode des grands meneurs. C'est pareil. Je comprends pas trop pourquoi c'est la mode des grands meneurs, à part le fait qu'ils puissent voir mieux le jeu. Mais sinon, voilà. Mais du coup, pour en finir là-dessus, ouais, si tu fais moins d'un 90, pour moi, tu n'es pas efficace, que tu aies la balle en main ou que tu ne l'aies pas, parce que tu es moins dangereux de toute façon. Et c'est comme quand tu fais plus de 2m15, hein. Tu es moins mobile, donc tu es moins impactant sur le jeu. Messieurs, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet avis tranché? Non, je le rejoins un peu. On sait qu'on est dans une NBA qui va se lisser. On le voit de plus en plus, et que l'idéal maintenant, c'est d'avoir 5 mecs de 2m03 sur le terrain. Et c'est à peu près ça ce que les équipes, en tout cas ce que beaucoup d'équipes essayent de viser, c'est de la polyvalence, de switch all, et on va supprimer au fur et à mesure les petits, même si certains résistent encore. Et en commentaire on disait avec Julien là, Sharife Cooper il va arriver avec son petit 1m88, et comme il va provoquer 43 fautes par match et envoyer 48 lobes, ça va aller quoi. Absolument, je suis absolument d'accord, et justement c'est pour ça que j'ai bien précisé au début de mon propos, sauf capacité extraordinaire. Sharife Cooper est là, on en parlera plus tard. Et extraordinaire. Effectivement, on parlera plus tard du meneur assez fantastique d'Auburn qui a assez peu joué quand même. Messieurs, ainsi s'achève l'épisode 4 d'Underdogs. Alex, Pierre, Julien et Hugues, merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux. N'hésitez pas à nous faire des retours, à poser vos questions et, comme le veut la formule, likez et partagez. L'occasion pour moi de vous rappeler qu'Envergure, c'est aussi un site, envergure.co. Vous y trouverez les big boards, des articles, les podcasts, mais aussi des scouting reports. Plus de 50 ont été mis à jour ces derniers jours. Donc allez-y, on se retrouve d'ici un mois pour un nouvel épisode d'Underdogs. Prenez soin de vous. Bye!